I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue dans les décodeurs Atlantiques. C'est un pas important pour améliorer la performance des entreprises. Le levier choisi est déterminant. Il s'agit de la trésorerie qui dépend souvent des délais de paiement, surtout quand il s'agit de créanciers publics. La semaine dernière, le gouvernement a adopté un décret fixant les délais de paiement des commandes publiques à 60 jours, avec aussi des majorations en cas de retard. Amine Diouhi est notre décodeur du jour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable PME chez Inforisque et en deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur le lancement du fonds Innovinvest, un fonds d'amorçage pour les startups et entreprises innovantes. Vos réactions sur la page Facebook des décodeurs Atlantiques. Alors c'est une réforme très attendue, celle des délais de paiement des commandes publiques, désormais fixés à 60 jours maximum. Amine Diouhi, est-ce que cette mesure va régler le problème et soulager les trésoreries des entreprises privées ? Alors déjà, il faudrait rappeler un chiffre important, c'est qu'aujourd'hui sur les marchés publics, les délais de paiement sont compris entre 6 mois et 1 an, notamment dans le marché du BTP. Donc c'est absolument considérable et ça joue énormément sur la trésorerie. Donc évidemment, cette mesure va avoir un impact favorable sur les entreprises privées qui sollicitent ces marchés publics. Est-ce que ça profitera plus aux TPME ? Alors, ça, logiquement, oui. Mais en réalité... Logiquement. Maintenant, il faut rentrer dans la réalité des faits, c'est-à-dire sur les marchés publics. Aujourd'hui, les TPE sont quasiment exclus des marchés publics. Donc aujourd'hui, ce sont soit des PME, les grosses PME, soit les grandes entreprises qui accèdent à ces marchés publics. Donc... logiquement oui, mais dans les faits, vu qu'elles n'y ont pas accès, ça ne les concerne pas réellement. Et pour vous, le délai maximum de 60 jours est un délai raisonnable, correct ? Oui, c'est un délai qui est appliqué un peu partout. En France, c'est aussi c'est 60 jours. Mais il faut une chose importante, c'est que en France, le délai est effectivement respecté par l'État. L'État français est un très bon payeur par rapport aux entreprises privées. L'idée, c'est pas simplement de fixer un cap, c'est aussi de le respecter par la suite. Alors, justement, en parlant de respect de ce décret, les intérêts moratoires, vous pensez qu'ils seront calculés, surtout payés ? Les administrations joueront le jeu, à votre avis ? Alors, bien sûr qu'ils vont être calculés. Donc aujourd'hui, ça représente le bon du Trésor à 3 mois, donc à environ 2,5%. Maintenant, est-ce qu'il va être payé ? Le ministre de l'économie a dit que oui, c'était obligatoirement payé, que ça devait être payé, oui. Que les créanciers ne devaient pas avoir peur de réclamer ces sommes à l'État, enfin aux entreprises en tout cas concernées. Et donc oui, normalement, ça doit être payé. Alors, les EEP, les entreprises établissements publics, est-ce qu'ils sont concernés par ce décret ou pas ? Alors, initialement, c'était prévu, effectivement. Tout l'intérêt aussi de cette loi, c'est d'intégrer les collectivités territoriales, les entreprises publiques. Donc, logiquement, ça devrait être inclus. Alors, dans sa livraison d'aujourd'hui, l'économiste parle justement d'une exclusion des offices et grands donneurs d'ordre public de ce décret, c'est-à-dire les établissements, entreprises publiques comme ADM, Autoroute du Maroc, l'ONEE, etc., ne seraient pas dans l'obligation de payer dans les 60 jours. Bon, effectivement, ce sont des grands donneurs d'ordre qui sont exclus de cette loi. Effectivement, ça pose un petit problème. Mais bon, globalement, sur le reste des entreprises publiques, si déjà on commence par appliquer cette loi, ce sera un gros progrès. Notamment, on prévoit le démarrage de l'application de cette loi à partir du 1er janvier 2018. Donc attendons et espérons que cette loi donnera quelque chose. Vous avez parlé du BTP, c'est le secteur qui souffre le plus du rallongement des créances en souffrance. Alors, je vais vous citer quelques statistiques Inforisque. Donc, en termes de défaillance d'entreprise, le BTP n'arrive pas en première position. En première position, ce sont surtout les entreprises dans le domaine du commerce, dans le secteur du commerce qui souffrent le plus. Le BTP arrive en deuxième position. Maintenant, en termes de délai de paiement, oui, c'est vrai que le BTP est certainement le secteur qui souffre le plus en termes de délai de paiement. J'ai cité le cas des marchés publics, ça peut atteindre jusqu'à 12 mois, mais dans le cadre de contrats entre entreprises privées, j'ai cité par exemple, je citerai le chiffre de 9 mois. Aujourd'hui, le délai client est de plus de 9 mois pour les TPME, ce qui est absolument gigantesque. Oui, ça peut conduire carrément à la faillite d'une entreprise de petite taille. Bien sûr, d'ailleurs c'est pour ça que
Depuis 2010, on constate que les défaillances d'entreprises ont augmenté de manière forte et on a atteint le chiffre record de 5800 en 2015. Et cette année devrait continuer d'augmenter. Alors pour continuer à parler du privé, sur la base d'une étude réalisée par Banque al-Maghreb récemment et portant sur un échantillon de près de 1700 entreprises, les délais de paiement des créances inter-entreprises se sont de nouveau allongés. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement prendre le taureau par les cornes et mener une réforme globale des délais de paiement au Maroc et non pas se limiter aux seules commandes publiques? Oui, effectivement, sur le constat il est juste. Je tiens à préciser que ça fait plus d'un an que je parle de ce sujet et j'en parle très souvent dans cette émission parce qu'effectivement c'est un sujet qui est primordial pour l'entreprise et notamment pour la TPME. La trésorerie, c'est le cœur de tout. À la rigueur, le chiffre d'affaires, on peut le voir baisser. L'entreprise ne sera pas en situation critique. La trésorerie, dès le moment où vous ne pouvez plus payer votre fournisseur, ça y est, ça s'arrête. Oui. Donc c'est le cœur de la guerre. Maintenant, effectivement, il faut une réforme globale. Et j'avoue que c'est un serpent de mer qui revient tous les mois, tous les 6 mois où on parle de cette nouvelle réforme sur les délais de paiement. Il serait temps qu'on l'applique. Il serait vraiment temps qu'on applique cette loi. Et parce que là, c'est vraiment une question de survie, notamment pour les TPME. Justement, parlons de TPME, on constate que les grandes entreprises appliquent leurs règles propres et qu'elles obligent justement les TPME à subir des retards phénoménaux concernant les délais de paiement. Mohamed Ben Abid nous dit dans son édito aujourd'hui sur les colonnes de l'Économiste, les plus gros sont souvent très exigeants sur les délais vis-à-vis des plus petits sans se sentir eux-mêmes en contrepartie redevables de la même discipline de paiement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter ces grandes entreprises tueuses de TPME ? Tueuse, pas directement. Disons que c'est un rapport de force. Les grandes entreprises imposent leur force aux PME qui elles-mêmes imposent leur force aux TPE. Ce qui fait que les TPE qui se retrouvent en bout de chaîne, elles subissent toute la chaîne des délais de paiement. Et c'est pour ça que ce sont celles qui sont le plus asphyxiées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors déjà, au niveau de la CGEM a proposé sa charte des délais de paiement, justement pour les bons payeurs, la charte des bons payeurs. Donc c'est une sorte de club de grandes entreprises qui vont donner l'exemple des entreprises citoyennes éthiques qui s'engagent justement à respecter ces délais de paiement justement pour ne pas asphyxier tout le système économique. Ça, c'est la première chose. C'est le modèle, j'ai envie de dire, incitatif. En France, il y a le modèle punitif, c'est-à-dire que le ministère de l'économie et des finances prévoit des sanctions pécuniaires qui sont extrêmement lourdes. Ça va jusqu'à 200 000 € par infraction. Et ça peut cumuler, arriver jusqu'à 2 millions d'euros par an. Sachant qu'aussi, on a ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire que sur le site du ministère de l'économie et des finances, on publie sur le site les entreprises qui payent mal. Elles sont affichées publiquement. Donc voilà, il existe pas mal de mesures incitatives et punitives pour pousser les entreprises à respecter ces délais de paiement. Deuxième partie des décodeurs atlantiques avec Amine Diouhi, responsable PME chez Inforisc. On parle des délais de paiement avec un décret adopté la semaine dernière par le Conseil de gouvernement et fixant les délais de paiement des commandes publiques à 60 jours avec aussi des majorations en cas de retard. Alors Amine Diouhi, on parlait de l'exécution et de l'application de ce décret, mais finalement, est-ce que ces administrations publiques disposent de systèmes d'information performants leur permettant justement d'appliquer ce décret et de rendre lisible l'information quant au paiement des commandes publiques? C'est la vraie question. Tout est à mon avis une question de process, de système d'information de ces administrations. Concrètement, il faut un suivi permanent des différentes créances. Imaginez que vous ayez des milliers de créances à gérer en même temps, voire avoir un système d'information performant qui gère
justement les délais légaux, les dépassements, le calcul des intérêts moratoires. Oui. Donc évidemment, c'est vraiment la vraie question. Aujourd'hui se pose la question de savoir si cette loi sera applicable immédiatement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un petit temps d'adaptation. Un délai de grâce. Oui, voilà, un délai de grâce justement pour permettre à ces entreprises de s'adapter. Vous avez évoqué le process dans l'administration publique. Moi, je parlerai plus de bureaucratie. Vous savez, il y a des documents avec des va-et-vient entre les administrations, surtout pour le décaissement. On parle de la TGR, la Trésorerie Générale du Royaume. Alors là aussi, est-ce qu'il faudra fluidifier ce circuit de paiement des commandes publiques ? Oui, c'est une nécessité. Effectivement, les délais de paiement, le délai de 60 jours commence à courir à partir du moment où la prestation a été effectuée, a été constatée, et à partir du moment où tous les documents que l'entreprise devait fournir a été remis à l'administration. Alors évidemment, là apparaît un biais qui est celui des fonctionnaires qui justement récupèrent cette information. Il peut y avoir des va-et-vient qui peuvent durer un certain temps avant justement que ce délai de 60 jours commence à courir. Oui. Donc effectivement, ça c'est un point important aussi à surveiller. Avant de décrypter le deuxième sujet, ce fonds d'amorçage lancé également il y a quelques jours par le gouvernement, le fonds d'amorçage baptisé Innovinvest, on s'arrête sur la séquence coup de gueule, coup de cœur, et ça sera un coup de cœur si je ne m'abuse aujourd'hui. Oui, un coup de cœur, les effets bénéfiques du plan d'accélération industrielle. Donc une séance de signature de contrats importants qui ont été signés en présence de Sa Majesté. Donc 7,5 milliards de nouveaux investissements dans l'industrie, 30 projets ont été signés. Donc on voit les effets bénéfiques. Ce qui est intéressant, c'est donc les industries visées, donc évidemment les plus classiques, l'aéronautique, l'automobile, le textile, les NTIC, la pharmacie aussi. L'OCP qui va se créer son propre écosystème également, c'est intéressant. Et l'autre nouveauté qui a été annoncée, c'est effectivement les réformes en matière d'investissement pour rendre le Maroc plus attractif pour les investisseurs étrangers. Alors, première mesure annoncée qui était intéressante, c'est que désormais, on parle plus simplement de zones franches et des entreprises exportatrices qui vont s'implanter dans ces zones franches. On parle maintenant de grandes industries exportatrices. Et ces grandes industries exportatrices, peu importe où se situent ces entreprises, si elles sont dans des zones franches ou en dehors de ces zones franches, ces entreprises bénéficieront des avantages fiscaux, liés à ces zones franches. Vous parlez des entreprises sous-traitantes, notamment. Alors ça, c'est l'autre nouveauté, c'est que ça concerne les entreprises sous-traitantes de ces grandes entreprises qui, elles, vont bénéficier d'un label, j'ai envie de dire, d'exportateurs indirects. Donc leur faire bénéficier aussi d'avantages fiscaux. Maintenant, pour finir sur ce point, je rappellerai quand même une réunion qui a eu lieu il y a quelques mois entre la CGEM et la DGI concernant le problème des inégalités fiscales entre entreprises exportatrices et industries locales. Et la CGEM dénonçait le fait que cette industrie locale n'avait pas les mêmes avantages que les investisseurs, enfin que les grandes entreprises étrangères qui s'implantent sur notre territoire, et que ça crée des inégalités entre les entreprises et que ça ne favorisait pas forcément l'émergence d'une industrie locale. Voilà, c'était le coup de cœur d'Amin Dioui. La semaine dernière, le gouvernement a lancé un fonds d'amorçage des startups et des entreprises innovantes baptisé Innovinvest avec une enveloppe d'1,5 milliard de dirhams. Est-ce un coup d'accélérateur pour les startups marocaines? Une vraie révolution pour le développement de l'innovation au Maroc, Amin Dioui? Alors oui, c'est une vraie avancée. Révolution, j'en sais rien encore, mais une vraie avancée, oui, certainement. Je regardais l'annuaire de l'AMIC, de l'association des Marocaines des investisseurs en capital. Je regardais les fonds aujourd'hui, les fonds d'investissement spécialisés dans l'amorçage et le capital risque. Il y a quasiment aucun fonds d'amorçage. Il y a du capital à risque, oui, mais, par exemple, Maroc Numeric Fund, effectivement, est un fonds de capital risque. Alors, pour reconstituer le contexte, il est important quand on parle de capital investissement, il y a différents segments qui sont adaptés au niveau de vie de l'entreprise. L'amorçage s'adresse aux jeunes entreprises à peine nées qui ont des projets, qui doivent financer des projets d'innovation, doivent financer des prototypes, doivent financer le lancement de leurs projets.
Donc généralement, on est en année 0 de l'entreprise. Le capital risque, on est entre les années 0 et 2, on est dans la phase de lancement du projet, on doit financer le marketing, on doit financer le besoin en fonds de roulement, on doit financer un certain nombre de choses. Après vient la période de maturité de l'entreprise. Là, on est dans le capital développement. Entre 3 et 5 ans à peu près. Exactement. Oui. Et après, pour les entreprises plus matures, on parle d'un dernier segment qui est celui du capital transmission ou du LBO. Oui. Voilà. Donc pour resituer la chose, aujourd'hui on parle d'un fonds d'amorçage qui permet justement de financer les projets qui sont à leur tout début. Alors qui va financer ce fonds d'amorçage justement ? Alors, qui finance aujourd'hui, clairement, c'est la Banque mondiale. Oui. C'est la Banque mondiale qui apporte cette somme. Ça sera géré par la CCG. Pourquoi confier la gestion à la CCG, la Caisse centrale de garantie? C'est un peu normal. Déjà, il faut un interlocuteur local pour gérer ces fonds. Déjà, et de deux, parce que la CCG en tant que fonds de garantie, est la mieux placée pour gérer justement cet argent. Et pour ce qui est donc des structures qui peuvent profiter de ce fonds, est-ce qu'elles sont délimitées, déterminées ? Alors aujourd'hui, cet argent existe. Maintenant, il va falloir sélectionner les fonds d'investissement qui vont justement bénéficier de cet argent qui va être ensuite investi dans les projets innovants. Les 500 millions de dirhams. Exactement. Il va y avoir un appel à manifestation d'intérêt. Les fonds se présenteront. Il y aura un cahier des charges qui sera précis et les fonds seront alloués à ces fonds par la suite. Maintenant, l'objectif, c'est évidemment de financer les projets innovants. Alors après, dans projet innovant, il peut y avoir, on peut tout inclure. Mais innovation, par définition, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas encore ou qui apporte une amélioration nette et majeure par rapport à un produit ou service qui existe déjà. Et qui déterminera justement cet aspect innovation chez les entreprises ? Est-ce que la CCG est outillée pour déterminer si une entreprise porte un projet innovant ou pas ? Alors, ce sera la CCG, mais aussi les fonds qui bénéficieront de cet argent définiront eux-mêmes ce qu'ils appellent l'innovation. Aujourd'hui, je citerai par exemple Maroc Numeric Fund, oui. Qui finance justement ce qu'on appelle l'innovation. Qu'est-ce qu'il finance ? Clairement, c'est tout ce qui est NTIC aujourd'hui. Donc les projets liés aux nouvelles technologies de l'information, les projets Internet, les projets qui amènent des logiciels innovants qui vont servir dans la vie quotidienne. Et quelle appréciation faites-vous des 500 millions de dirhams de cette enveloppe ? Alors plus que le montant, déjà le montant est intéressant puisque on part de 0, on arrive à 500 millions. C'est surtout le constat qui est que il y a aujourd'hui la Banque mondiale qui apporte cette somme. Demain, on parle de l'USAID qui a aussi un projet de fonds d'amorçage. On parle aussi de la Banque européenne d'investissement qui pense aussi à créer son fonds d'amorçage. C'est qu'ils ont quand même fait leur étude de marché. Ils pensent qu'il y a matière au Maroc pour l'innovation. Et il faut avouer que ce qu'on lit dans la presse, il y a énormément de programmes hyper intéressants. Je citerai par exemple Injaz Al-Mghreib. Exactement, avec leur programme Smart Start, qui a financé une 50aine de projets sur 3 ans. Donc il y a des projets innovants aujourd'hui qui existent, portés par des jeunes brillants. Ce qui leur manque aujourd'hui. Alors aujourd'hui, grâce à ce type d'accompagnement, ils bénéficient, les porteurs de projets, ils bénéficient d'accompagnement, de savoir-faire d'investisseurs, le savoir-faire d'industriels, mais ce qui leur manque à la fin, c'est de l'argent pour financer leur projet, pour monter leur projet. Et c'est là tout l'intérêt du nouveau fonds d'amorçage. Alors pour Innovinvest, on parle de 3 composantes: equity, et puis avance dette et finalement assistance technique. Donc selon vous, ce sont les 3 composantes essentielles pour assurer un développement pérenne de ces entreprises innovantes? Oui, clairement. Aujourd'hui, je dirais le financement bancaire n'est pas adapté pour financer ce type de projet. Il y a évidemment un risque énorme quand on finance ce type de projet. Le risque est de perdre sa mise. D'ailleurs, c'est très simple. Sur 100 projets financés, l'expérience que j'en ai eue de mon expérience passée en fonds d'investissement, en fonds d'amorçage, oui. Sur 100 projets financés, il y en a 95 qui meurent assez rapidement. C'est le même chiffre rapporté par notre consoeur Ahlam Nazir, qui était à la Silicon Valley, oui, pour le compte de l'Économiste, avec un reportage sur place publié sur les colonnes de l'Économiste la semaine dernière. 95% de projets échouent, et malgré
malgré ça, eh bien, les investisseurs se précipitent encore pour financer ces projets. Alors, quand on parle de la Silicon Valley, c'est autre chose. C'est vrai que l'écosystème créé autour des projets est absolument sidérant, c'est-à-dire qu'on a des universités très importantes, brillantes. On parle de Harvard, de Stanford, etc. Donc des jeunes brillants, des incubateurs au sein des entreprises qui vont incuber ces projets de ces jeunes. Il y a derrière les entreprises privées, les grandes entreprises qui suivent de près tous ces projets parce qu'ils savent qu'il y a une pépite parmi tous ces gens brillants et tous ces projets brillants. Et derrière, les financeurs viennent, ils savent qu'il y a des projets intéressants, donc ils veulent investir, ils se battent pour investir. Donc à la rigueur, le taux de 95%, il a pas tellement d'importance. Je dirais pour un fonds d'investissement, vous savez, on sait très bien que quand on investit, on va perdre sur 95%, mais les 1% l'entreprise qui va exploser va rentabiliser tous les autres projets qui ont échoué. Et c'est d'ailleurs pour ça que les fourchettes d'intervention des fonds d'amorçage sont très faibles. Il vaut mieux mettre un tout petit peu dans différents projets et voir un seul qui va exploser et rentabiliser les autres que de mettre beaucoup dans un seul projet et voir la mise perdue. Sur l'aspect recherche, est-ce qu'il n'aurait pas été plus intelligent d'intégrer la composante universitaire dans ce fonds d'amorçage ? Non, c'est pas le rôle. Le fonds d'amorçage, il est là pour financer. L'université, fait partie de l'écosystème du réseau entrepreneurial. L'université doit être là autour des porteurs de projets. Ils doivent être présents, je dirais, dans la phase d'incubation. C'est-à-dire pendant cette période où ces jeunes finissent leurs études, où ils sont en train de mûrir leurs projets. Le fonds d'investissement arrive à la fin. Le fonds d'amorçage arrive en fin de parcours de maturation du projet. Ils sont là, voilà, le projet a bien été réfléchi. Les jeunes ont été bien encadrés par les encadrants universitaires, par des professionnels. Donc le projet est prêt à être lancé de manière opérationnelle. Donc les universités, oui, mais dans un écosystème entrepreneurial, pas au niveau du financement. Sur la partie innovation, on dit que ce volet est le parent pauvre de l'entreprise, de l'entrepreneuriat au Maroc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour booster ce volet innovation et pour qu'on ait justement un vivier de compétences intéressant pour développer cette innovation ? Alors, le Innovinvest répond à cette problématique en grande partie, c'est que il y avait des projets innovants, mais il n'y avait pas de financement. Et concrètement, je peux avoir la meilleure idée du monde, je peux être hébergé par un incubateur. Mais si à la fin j'ai pas l'argent pour développer mon prototype, si j'ai pas l'argent pour financer l'étude de commercialisation, il faut que je définisse ma cible, il faut que je sache à qui je vais m'adresser, quelles sont les fonctionnalités qu'il faut que j'ajoute ou que j'enlève. Il faut que je finance aussi une partie marketing, avant le lancement. Donc tout ça nécessite beaucoup d'argent. Et dans ces parties-là, l'argent part très très vite. Dès que l'argent est débloqué, l'entreprise commence déjà à dépenser et le cash burn est extrêmement élevé pour ce type de projet. Alors, question directe, pourquoi vous liez l'innovation systématiquement aux NTIC ? On peut avoir de l'innovation dans l'agriculture, dans l'industrie. Oui, bien sûr, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, l'OCP a son fonds d'innovation. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, ce qui existe aussi, alors peut-être que c'est ma référence au Maroc Numeric Fund, les NTIC, etc. Mais vous avez complètement raison. L'innovation ne porte pas uniquement sur les NTIC. Il peut y avoir d'autres choses. À partir du moment où le produit ou service apporté est innovant, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Ou qu'il n'existe pas, c'est-à-dire on n'a jamais vu quelque chose de semblable, ou un produit existant mais sur lequel on rajoute une fonction supplémentaire qui fait que ce produit est unique. Partons de vos études chez Inforisc, est-ce que vous pensez que le Maroc avance sur ce volet innovation à travers les différentes mesures mises en place, à travers le développement de cet écosystème de start-up ? Ah oui, clairement. Si la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et USAID
pensent à créer des fonds d'investissement, des fonds d'amorçage, c'est qu'ils ont décelé chez les Marocains un potentiel énorme de projets intéressants. Et puis il faut rendre hommage aussi au travail fait par justement ces associations, le réseau Entreprendre, Maroc Entreprendre, oui, Maroc Entreprendre, la FEM. J'ai parlé des Injaz tout à l'heure, Al Maghreb. Donc tout ça fait qu'il y a un réseau entrepreneurial qui existe déjà, qui est performant, qui accompagne les porteurs de projets. Donc oui, franchement, le Maroc avance à ce niveau-là. Quel est l'intérêt des bailleurs de fonds internationaux dans le soutien à ces entreprises marocaines en herbe, à ces start-up? Vous avez parlé de la BERD, de la Banque mondiale, de la Banque européenne de développement. Ce sont des aides au développement. Il est évident qu'on n'oublie jamais celui qui vous apporte de l'argent. Si jamais un jour ces projets marchent, voilà, c'est aussi les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, que ce soit d'autres fournisseurs de fonds internationaux, ont besoin d'un Maroc fort, ont besoin d'un réseau entrepreneurial fort. Si vous voulez, parce que concrètement, qu'est-ce qu'on voit derrière? C'est les États-Unis, ils vont vendre leurs produits, mais pour vendre leurs produits, il faut aussi que voilà, il y ait tout un écosystème qui soit là pour pouvoir consommer ces produits. Donc l'intérêt, c'est d'aider le développement du Maroc. C'est une évidence. Une toute dernière question, Hamid Diouhi, les business angels, pourquoi ils se font discrets et rares au Maroc? Alors ça, c'est une autre question. C'est une question d'ordre fiscal. En France, par exemple, un business angel, quand il dépense son argent dans des projets innovants, dans des jeunes startups, il bénéficie d'avantages fiscaux en termes de réduction d'impôts sur le revenu, par exemple, ce qui n'existe pas ici au Maroc. Il faudrait justement réfléchir à ces incitations fiscales qui permettraient justement, qui pousseraient toutes ces personnes qui ont de l'argent à investir à le faire sur des projets qui peuvent être hyper rentables. Alors évidemment, on prend énormément de risques quand on investit dans un projet qui vient de naître, mais si le projet marche, ça peut être le jackpot. Hamid Diouhi, responsable PME chez Inforisque, merci pour ce décryptage. À bientôt. Merci, à bientôt. Dans 4 minutes, le retour de l'information avec Mourad Baba. Et tout juste après, ça sera votre émission citoyenne, Les Experts Atlantiques, avec Fatem Zahal Boukhahi qui reçoit aujourd'hui le coach Hicham Belbachir. Il sera question de positive attitude. Bonne journée sur Atlantique Radio. À demain.